Marine Tondelier. Alors, on est désolé, on voulait pas parler d'elle tout le temps parce qu'on fait tout le temps des capsules en ce moment sur les écolos pour l'explosion et tout, mais qu'est-ce que tu fais, Chris? Là, t'as l'air d'être un petit peu. C'est le changement d'heure. Chris, il a perdu 1 heure. Il fait tomber son ordi, c'est une catastrophe. Donc, du coup, on va parler de Marine Tondelier parce qu'elle est passée sur France Inter. Et encore une fois, nous, on a envie de sortir un peu de cette boue, de parler toujours d'Olivier Faure, Tondelier, Olivier Faure, Tondelier et tout. Mais sincèrement, déjà, ils sont catastrophiques, donc c'est assez drôle. Et il se passe tout le temps des trucs. Et là, son interview sur France Inter, c'est Marine Tondelier, post-explosion de la primaire, qui se rend compte que ça va pas se faire, qui a un sommet énorme et qui est en train de montrer qu'elle va choisir la ligne Jadot, social-libérale, face à la ligne de rupture de la France Insoumise. Donc, tout se passe comme prévu. Ça va être une petite noisette qui va se faire bouffer en ayant la ligne d'Hollande sans avoir le swag d'Hollande. Et on va analyser ça avec Chris. Chris, comment est-ce que ça va? Bah ça va parce que c'est intéressant. Souvent les gens ils nous je fais toujours c'est l'intro. C'est intéressant. Tu vois, les gens ils l'ont remarqué. Mais bref, je le fais quand même. Je rajoute de l'eau à ton moulin parce que souvent on a l'impression qu'on fait juste des trucs de tactique présidentielle et tout. Mais en fait, ces tactiques-là, elles influent aussi les positionnements en termes de programmatique. Et là, l'extrait qu'on va voir, c'est Marine Tondelier qui vient nous parler du blocage des prix, de sa vision un peu de l'économie. Et on va voir que ça, elle se droitise, comme tu dis. Alors, elle n'a pas renoncé à la primaire, hein, elle continue de dire que... elle continue de dire Oui, mais je la pense qu'elle sait au primaire, fond d'elle que c'est foutu, là. En vrai, moi, je pense qu'ils vont quand même la faire. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que ce sera toujours mieux pour eux d'aller à la primaire, même en le faisant juste avec l'après et deux trois kidam. Ils vont essayer de trouver deux trois kidam, tu sais, société civile, pour qu'à la fin, ce soit truqué et Tondelier y aille, pour qu'elle se donne une légitimité populaire. Tu vois, pour qu'elle fasse sa campagne en disant moi j'ai quand même pas été élu juste par mon parti, j'ai pas décidé seul. Tu vois, ça fera partie de sa campagne et tout, Pas par son plutôt que parti, il y aura de l'après, il y aura Gérard Filoche, oui, il y c'est aura Debout de Ruffin, ce sera dans la salle des fêtes de Bourg-en-Bresse avec du café froid, là, ça pue la merde, sa primaire. Non, mais on est d'accord, ce sera comme la primaire populaire de Taubira. Bon, elle n'est pas allée jusqu'au bout en 2022. Mais tu vois, elle va utiliser cet argument en disant il n'y a qu'une personne, tu la connais, Marine, il n'y a qu'une personne qui a fait l'effort d'être unitaire, d'engager les gens et de ne pas se concentrer au parti. Donc, votez pour moi. Ça va peut-être pas lui faire 15%, ça on est d'accord, mais peut-être que ça lui permettra au moins de faire 5. Moi j'y crois pas, hein, ça fera 3, mais voilà. Mais elle espère que ça lui fera peut-être faire 5% et de rembourser au moins sa campagne, ce que Jadot n'a pas réussi à faire, tu vois. Et elle, à la fin, pour garder son hégémonie, elle dira hey, j'ai quand même fait plus que Jadot, hein. J'ai remboursé la campagne, on n'est pas été obligé de faire. Voilà. Donc elle va aller au bout, ça va être catastrophique, mais elle va quand même aller au bout. Mais Mais là, elle commence. moi j'ai écouté cette interview, on va vous mettre des extraits hier, pendant que j'étais en train de planter des fraisiers. J'avais ça dans une oreille, et non mais je faisais un truc de verre, tu vois, un truc un peu écolo, je plantais Mais rouge, tu prenais des trucs fraises, rouges et quand puis même, voilà. Oui, par hasard. vert et rouge quand même. Et donc du coup, Marine Tondelier, je l'entendais, et elle utilisait cet argument de con qu'elle utilise tout le temps, c'est ah ouais, mais c'est aussi parce que c'est des hommes, machin et tout. Et elle va Ah nous faire oui, ce truc-là. J'ai fait une primaire et moi je suis une femme alors que les autres c'est des hommes et ils sont violents. C'est le genre de meuf, elle te dirait que tu remplaces Netanyahou par une femme à la tête du Likoud et d'un coup tout est résolu, tu vois, et c'est la douceur qui arrive dans le monde. C'est étonnant d'ailleurs parce que j'aimerais bien savoir ce qu'elle pense du coup de Rosa Luxembourg ou de leaders socialistes. J'entends jamais des phrases de Marine Tondelier sur ces femmes ou même de femmes, tu vois, que par exemple que Ruffin a insulté comme Clémence Guettet, tu vois. Elle pourrait nous dire ce qu'elle pense de Clémence Guettet. Je suis sûr que si Clémence Guettet est à la tête de la France Insoumise, elle trouverait quand même que c'est des méchants pro-russes, antisémites, blabla, violents, et qu'en fait c'est pas tant une histoire de genre qu'une histoire de petite boutique et de peur de la rupture, quoi. ouais, c'est ça. Alors pour le coup, là, elle partage ça avec sa copine, enfin sa non-copine, sa rivale, Sandrine Rousseau, le côté les femmes par rapport aux hommes, tu vois. Enfin, tu te rappelles que limite, elle avait félicité Pécresse de sa victoire à la primaire de la droite, Rousseau. Enfin bon, bref, c'est Non, non, mais puis catastrophique ils comme avaient dit, ah ouais, non, discours. mais la bière dans les cheveux de Ouais, Marion Maréchal Le Pen, c'était extrêmement violent. Machin. Encore une femme qui est victime de violence en politique. T'es là, putain. c'est ça, bon, bref. Et donc, pour revenir à ce qu'on disait, voilà, donc elle va jouer le truc, elle va donc insulter Glucksmann et Mélenchon de torpilleurs de la gauche, que elle serait la seule Surtout élue de gauche, Mélenchon, hein, et tu vas là, voir hein, dans voilà, l'extrait. et là, elle met la pression aux socialistes en disant ah bah l'histoire vous regarde, si vous rejoignez pas la primaire alors qu'il y a le fascisme à nos portes, soit c'est l'alerte noisette, et ben vous allez le payer, voilà. Donc ça fait partie de sa campagne en fait la primaire. Donc la primaire aura lieu, ça ressemblera à rien, on est d'accord, pas plus que la primaire populaire. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué, il y a eu 100 personnes qui appellent à la primaire populaire, dont Étienne Balibar. Hein, vous voyez
voyez où ça mène quand on se dit marxiste mais qu'on est plutôt spinoziste? Bah voilà, ça mène à ça. Ça mène à soi-disant on est un intellectuel marxiste et à la fin on n'a aucune conséquence sur le plan de... Bah, peut-être qu'il est sénile, Balibar maintenant. Voilà. Mais on a aussi Mathilde Himer qui était l'organisatrice principale de la primaire populaire avec Gribowski à l'époque. Tu vois, donc ça va ressembler à cette mascarade. Donc elle ira au bout. Ça fait partie de son plan de campagne 2027. Donc mais là elle va insulter tout le monde. Mais pour revenir à ce qu'on disait de fond, nous, l'extrait qu'on va regarder, on va regarder un petit peu le fond de son programme et de sa pensée politique et économique, donc matérialiste, et on va voir que là, ça se droitise, et c'est vraiment, je vais le montrer, vraiment du néolibéralisme. Allez, on est parti. Gauche depuis des mois. Vous parlez même d'une gauche qui a été toxique pour elle-même. Qu'est-ce qui l'a intoxiquée? Je pense que peu de monde aura l'occasion et l'opportunité de me démontrer le contraire. Moi, je pense que, vous savez, le concept des gauches irréconciliables a empoisonné la gauche. Il faut prendre un peu de recul, ce concept. Il a animé un peu le débat entre révolutionnaires et réformistes. Puis entre... Déjà, non, mais il y a un truc incroyable. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que là, c'est l'idéalisme. C'est-à-dire, cette personne pense que s'il y a deux courants de gauche, c'est parce qu'il y a des gens qui ont introduit un concept de gauche irréconciliable et que du coup, ça a séparé des gauches. Elle ne pense pas qu'il y a des groupes sociaux qui ont factuellement des pensées qui divergent. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont plus orientés vers la conservation, pour qui la mondialisation libérale, capitaliste, néolibérale, ça se passe encore plutôt bien. Et qu'on ait peur de la rupture, qu'on ait peur aussi que leur retraite ne tombe pas à la fin du mois. Il y a ces gens-là quand même. Et ces gens-là, c'est plus de l'électorat Macron-Hollande ou Jadot. Et puis il y a des gens, par contre, pour qui la mondialisation néolibérale, en fait, c'est un regain de violence. C'est la perte des aides de l'État, des grands services de santé, d'éducation sociale, de choses comme ça. Et qui subissent aussi du racisme, qui subissent du sexisme, qui subissent des oppressions de genre, des choses comme ça. Et ces gens-là, ils sont plus pour une politique de rupture. Et donc, du coup, vous avez deux ailes de la gauche qui sont fondées sur des conditions matérielles d'existence. Alors après, dans le débat, ça peut parloter sur des choses, mais en fait, c'est objectif, le fait qu'il y ait deux gauches. C'est pas juste le fait qu'il y ait quelqu'un qui a empoisonné le débat un jour sur France Inter, que tout le monde ait repris son concept, et qu'a posteriori, on ait séparé une gauche qui aurait dû être unie, tu vois. Puis là, en plus, elle remonte, tu sais, au débat Lénine, Bernstein, sur vraiment réformiste, révolutionnaire, comme si ça avait quelque chose à voir avec l'histoire de la gauche, quoi. Bernstein était lui-même un révolutionnaire à l'échelle de la gauche parlementaire dont on parle aujourd'hui, donc vraiment, ça n'a aucun sens, quoi. Entre communistes et socialistes. Et puis, il a été remis sur la scène politique contemporaine par un homme, Manuel Valls, dont on a d'ailleurs compris qu'il n'était pas réconciliable avec la gauche, mais qu'il avait bien réussi à se réconcilier avec la droite. Et puis, Jean-Luc Mélenchon a repris ce concept. Alors, je te le dis de mon point de vue, tu vois, de communiste. Ton Delier, t'es plus proche de Manuel Valls que de moi. Mais après, voilà, c'est... C'est ça, c'est clairement ça. Au vol. Et donc, je pense que quand on veut démontrer qu'il y a des gauches irréconciliables, ça conduit soit au choix d'opportunisme et de renoncement, comme l'a fait Manuel Valls ou d'autres socialistes. C'est vrai qu'elle est pas... On va voir ça, elle n'est pas opportuniste du tout. Mais tu vas voir ce qu'elle va dire. Moi, je trouve ça incroyable. Elle nous explique que le concept de gauche irréconciliable a fait que le PS était opportuniste, tu vois. Donc t'as l'impression que genre le fait qu'il soit opportuniste, c'est à cause de ce concept de gauche irréconciliable. Avant Manuel Valls, ils n'étaient pas opportunistes, le PS c'est bien connu. Et puis on va voir pour la France Insoumise ce qu'elle va dire. Soit au sectarisme, comme le fait Jean-Luc Mélenchon, par exemple en adoptant des positions internationales bancales, voilà, mais qui permettent de dire, vous voyez, moi je pense ça, et on est irréconciliable. Donc, en gros, pour elle, Mélenchon a ses positions sur la Palestine, sur la guerre en Ukraine, sur Maduro, sur je sais pas quoi, à cause du concept de gauche irréconciliable, en gros pour faire foirer la primaire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est positionné pour les Palestiniens dans l'unique but de se rendre irréconciliable et de faire foirer la primaire. T'imagines le niveau de délire qu'il y a dans sa tête? C'est ça. Les communistes, par exemple, tu sais, ils sont pour la sortie de la privatisation des moyens de production, tu vois, pour leur socialisation, mais c'est juste pour emmerder la gauche parlementaire. C'est pas une vraie conviction d'une vision du monde, comme tu disais tout à l'heure, c'est juste pour les faire chier. Mais vraiment, le niveau... Alors presque d'égocentrisme de la personne, tu vois. Non, en fait, Mélenchon, il a des analyses géopolitiques sur l'Iran, sur la Palestine, sur l'Ukraine. Depuis 40 ans, ouais, c'est-à-dire, la meuf, elle était... je sais même pas où elle était. Tu sais, quand il a commencé à faire ça, je veux dire, elle était étudiante ou je sais pas quoi, elle a le même âge que moi, donc elle savait même pas ce que c'était la politique. Ah si, elle chantait des chansons devant Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Mais, ah oui, c'est vrai, il est trop bien cet extrait. Au cœur des banquiers, Tu peux t'en mettre un ou deux. pour voter écolo, sinon il y aura plus de banquises et il y aura plus de cachalots. On va partir au bout du Nil pour découvrir la vie fragile.
pendant ce temps-là, il y avait déjà des analyses géopolitiques. Mélenchon avait écrit déjà plusieurs livres là-dessus. Et non, c'était juste pour empêcher la primaire par sectarisme et pour éviter de se réconcilier avec Glucksmann. Non, mais vraiment, le niveau incroyable. Surtout qu'elle là, elle est en train de dire du coup que pour elle, on le sait déjà, mais ceux qui ont des bonnes positions géopolitiques, c'est Glucksmann et Hollande, tu vois. C'est-à-dire les gens C'est ça. qui sont tués sur le génocide en Palestine, qui sont pro-OTAN, je dis, mais jusqu'à la moelle, alors même que l'OTAN aujourd'hui, c'est ce qui déstabilise l'Iran, c'est ce qui ne s'est pas opposé à la déstabilisation du Venezuela, au kidnapping de Maduro, qui ne s'oppose pas non plus au fait qu'on affame et qu'on empêche les soins de fonctionner, tout ça à Cuba. Enfin voilà, tout ce qui se passe actuellement, c'est sur la ligne de Glucksmann et de Hollande et donc de Marine Tondelier. Elle nous explique que la ligne inverse serait juste de l'opportuniste anti-primaire. Enfin, c'est la folie, quoi. On va passer du coup à l'extrait qui nous intéresse le plus parce que ça parle d'économie. Et étant donné qu'on est des marxistes rabougris, on ne pense qu'à l'économie. Tu vois, on se couche tous les soirs avec le Capital sous l'oreiller. T'as oublié de dire qu'il fait aussi des jeux de mots sur les non-juifs, c'est ce qu'elle dit après, pour être sectaire aussi. C'est ça aussi, pour éviter. Attends, on peut le mettre. En adoptant des positions internationales bancales, voilà, mais qui permettent de dire, vous voyez, moi je pense ça et on est irréconciliable. Ou de faire des jeux de mots scandaleux avec des non-juifs, par exemple. Mais à la fin, qu'est-ce que ça veut dire? Que Jean-Luc Voilà, elle Mélenchon... ressort. Ce qui est marrant, c'est que elle ressort tous les trucs, les insultes que même l'extrême droite, la droite utilise, le centre utilise contre Mélenchon. Elle fait partie justement de la fracture, du clivage. C'est elle la première à taper sur Mélenchon. Et après, elle dit: oh, mais en fait, il veut pas se réconcilier. Mais meuf, tu l'insultes. Tu fais partie des gens qui l'insultent toute la journée, Mélenchon. Et on aimerait bien savoir nous-mêmes ce que c'est tes positions sur la guerre. Enfin, malheureusement, on les connaît. C'est Europe Écologie, la guerre. C'est même plus encore Europe Écologie, les Verts, votre truc. Donc, vraiment, vous êtes vraiment le centre impérialiste, et on va le voir après dans l'extrait sur sa politique économique, et vous reprochez à Mélenchon d'avoir un petit écart avec cet impérialisme, et vous l'insultez. Mais personne n'a envie de se réconcilier avec vous, vous êtes devenu la droite. Donc vraiment, c'est la honte, quoi. En plus de ça, moi je dis toujours, si eux ils pensent que Mélenchon est antisémite, il faut qu'ils arrêtent de vouloir faire des alliances Voilà, avec eux, ils veulent se électorales, réconcilier des primaires, avec lui. tu vois. Bah, c'est pour ça, je veux dire, soit il est antisémite et on fait pas de primaire avec lui, soit il est pas antisémite, tu vois, mais tu peux pas dire, ouais, en fait, il est pas antisémite, mais il fait semblant de l'être pour faire foirer la primaire, tu vois, vraiment, mais les positions de merde. N'importe quoi. En plus, en politique, faire semblant d'être antisémite ou être antisémite, ça change quoi? Tu dis des trucs antisémites, quoi, tu vois, enfin, donc... Puis en plus, quoi. qui gagne, enfin, qui va être hégémonique parce qu'il devient antisémite, tu vois, Mais oui. c'est complètement con, c'est en mode, ouais, je deviens, à la limite, ce serait peut-être un peu plus vrai, mais t'arrives et tu fais l'énorme sexiste sur un plateau et ça te ferait gagner l'élection, tu vois, enfin, c'est n'importe quoi. Pouvoir d'achat, justement, le gouvernement a annoncé hier soir un plan d'aide à 70 millions d'euros de mesures ciblées pour les professions qui étaient touchées par la hausse du prix du pétrole. Les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs, ils disent tous que c'est insuffisant. 70 millions d'euros, oui, c'est insuffisant. À l'échelle d'un pays qui a environ 3000 milliards de PIB, 70 millions d'euros, tu finances quand même pas grand-chose. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces mesures d'aide? Alors oui, c'est insuffisant, mais par ailleurs, au moins, ils sont un petit peu aidés. Les particuliers, aujourd'hui, ne le sont pas. Alors qu'à Vous la souhaiteriez pompe, qu'ils soient aidés, à comme la par pompe, je exemple... crois que c'est à peu près 70 centimes de plus qu'avant. LFI demande un blocage des prix. On est Vous un êtes peu au-dessus des sur 2 la euros. même Nous ne sommes pas pour un blocage des prix. C'est marrant, oui, parce qu'elle a pas de voiture. Ouais. C'est marrant de dire, à la pompe, je crois que c'est environ 70 centimes. Genre, n'importe qui a une voiture, c'est à peu près combien il paye en plus, tu vois. Mais en fait, non, c'est qu'elle a pas de voiture, parce qu'elle prend les transports en commun, parce que... Voilà. Et tu vas voir le niveau, c'est-à-dire, là, elle vient dire, non, mais en fait, le problème, c'est que ça fait pas aux particuliers. Déjà, elle ne comprend pas la circulation économique. Le gouvernement va privilégier effectivement l'économie productive, quoi. Donc les patrons, les petits patrons qui consomment du gasoil, enfin, ou du carburant, plus généralement du fuel, voilà, pour éviter que les prix du pétrole et de l'énergie, plus généralement, soient répercutés dans les prix finaux de consommation. Voilà. Elle ne comprend pas ça, elle dit: ah, mais c'est juste, ils sont oubliés les autres. Mais en fait, Marine, si justement tu ne baisses pas les prix généraux, eh bien, les gens à la finale en consommation vont payer 2 fois. Ils vont payer le pétrole plus cher et les produits fabriqués avec du pétrole plus cher. Donc vraiment, elle ne pige rien, quoi. Vraiment, elle ne pige rien à l'économie et à sa circulation, quoi. En vrai, c'est un vrai problème politique général. Hein. C'est qu'il y a 90% des politiciens qui ne captent rien à l'économie, tu vois.
Ils captent rien du tout, tu vois. Même les ministres d'économie, souvent, ils captent rien à l'économie, tu vois. Et c'est désastreux, oui, parce que évidemment que si les entreprises, les industriels et tout, ils payent l'énergie, mais que ce soit l'électricité, c'est pareil, tu vois, plus cher, à la fin, les marchandises sont plus chères, tu vois. À moins de leur tordre le bras, tu vois, mais je suis pas sûr que Macron aille leur tordre le bras, tu vois. Et ce qui est marrant, en plus, tu vois, ça va amener à des politiques extrêmement graves, c'est-à-dire de générosité, de charité envers les plus faibles, etc. Il n'y a jamais de politique de transformation, tu vois. Et pour une raison très simple, avec laquelle normalement la France Insoumise devrait être d'accord avec moi, c'est qu'un blocage des prix, ça coûte de l'argent public. Bon, Oui. on peut se dire qu'on s'en fout, c'est quand même un sujet. Non, Mais- ça coûte pas d'argent public. Non, mais c'est parce que pour elle, tu peux pas faire un blocage des prix sans subventionner les entreprises. En fait, c'est que pour elle, un blocage des prix, c'est les entreprises te vendent à un prix normal et l'État rachète une part du prix de la marchandise pour faire baisser le prix. Mais c'est pas ça. Je veux dire, Un tu blocage dis, des- le maximum, c'est tel prix. Vous irez pas Voilà. au-dessus. Puis voilà. Un blocage des prix, Marine, tu vois. Admettons, avant la guerre en Iran, tu avais le pétrole à 1 euro, acheté par les producteurs d'essence, de diesel à la pompe. Ok. Ensuite, maintenant, ils l'achètent 1,50 €. Ok. Avant, ils leur vendaient 1 euro pour 1,60 €. Il y avait des taxes, il y avait des marges, admettons. Je sais pas les marges, mais ils faisaient peut-être 20% de marge. Voilà. Là, effectivement, s'ils l'achètent 1,50 € avec les taxes et tout, ils s'y retrouvent pas, donc ils augmentent le prix. Voilà. Ils augmentent le prix jusqu'à retrouver leur taux de marge à 2 euros. Et à un moment donné, tu te dis, vous irez pas plus loin que 2 euros, et donc vous allez rogner votre marge. Après, tu peux, je sais pas, faire des ajustements sur la TIPP, enfin les taxes et tout, mais à un moment donné, ça ne coûte de l'argent qu'aux gens privés, c'est-à-dire qui feront moins de marge. Ça sert à ça, le blocage. Donc ça ne coûte rien du tout à l'argent public. Et même si en plus tu laisses le même niveau de taxe sur un produit qui était vendu en sortie avant en moyenne à 1,60 € et maintenant qui est vendu à 2 euros, tu vas même augmenter l'argent public et tu vas voir. Elle est tellement idiote, là je le dis vraiment, elle est tellement idiote qu'elle va le dire après, elle va se contredire. Voilà. Donc vraiment, le blocage des prix est la mesure nécessaire. D'ailleurs, c'était la première mesure du programme NFP sur lequel elle s'assoit aujourd'hui. C'est pour vous dire à quel point cette meuf qui était soi-disant pour l'Union, le NFP, c'était grâce à elle, c'était super important, elle avait commandé des pizzas, se moque de vous. Elle s'assoit sur la première mesure du NFP qui était le blocage des prix. Voilà. Tu peux enchaîner, mais vraiment, c'est très grave ce qu'elle dit. Ça montre sa bêtise et sa duplicité, quoi. Ouais, juste au passage, je vais vous mettre un tweet de Manuel Bompard qui dit c'était la première mesure du programme du NFP. Il est quand même dramatique de voir qu'ils n'ont pas compris le programme qu'ils ont défendu. Le blocage des prix ne coûte pas d'argent public. Il prend sur les marges des gros raffineurs qui s'en mettent plein les poches. Et il y a un compte qui a fait un montage, le compte Caisse de Grève, sur Marine Tondelier en 2022, en 2024 et en 2026, parce qu'elle nous parlait d'opportunistes tout à l'heure. Alors je voudrais savoir toi ce que tu en penses. Toi qui t'y connais un peu en opportuniste, hein, on rappelle que tu as commencé aux jeunes socialistes, tu vois, donc t'as J'étais petit bien bagage opportuniste. J'ai une formation initiale de haut niveau, quoi. Voilà. Nous ne sommes pas pour un blocage des prix, et pour une raison très simple, avec laquelle normalement la France Insoumise devrait être d'accord avec moi, c'est qu'un blocage des prix, ça coûte de l'argent public. Bon, Oui. on peut se dire Ça, qu'on c'est s'en fout, 2026. c'est quand même un sujet, mais Pour le ça pouvoir d'achat. concerne tout le monde. Vous prévoyez le blocage des prix sur quoi déjà? Alimentation, énergie, carburant. Le blocage des prix, c'est déjà un contrôle des prix. Parce qu'aujourd'hui, il y a des super profits. Il y a des intermédiaires qui s'en mettent vraiment plein les poches. Donc en 2024, tu vois, elle comprenait qu'il y avait des intermédiaires qui s'en mettaient plein les poches, donc elle disait pas que c'était à l'État que ça allait coûter, le blocage des prix. Et alors elle parlait de contrôle des prix, taxe sur les super profits. On a l'impression qu'elle confond un peu les deux, mais bon, déjà c'est mieux. Il faut aussi un blocage des prix. Vous en avez parlé pour le Et ça, c'est carburant, mais 2022. il faut aussi bloquer les prix sur les produits de première Mais nécessité Plus alimentaires elle se en priorité. C'est bien parce que plus elle se rapproche de la présidentielle, plus elle se droitise. Vraiment, c'est le néolibéralisme social. C'est touche pas à mon pauvre. Tu vas voir, c'est vraiment ce qu'on avait fait. On remettra le visuel. Voilà, c'est vraiment le néolibéralisme des Verts. La lutte contre la pauvrophobie. C'est la lutte contre la pauvrophobie. Il faut maintenir des pauvres, pas trop pour pas qu'ils meurent, mais ils restent pauvres, on les aide un petit peu et surtout on empêche les gens de les détester. Voilà. Mais je rappelle que les gens qui détestent les pauvres, c'est d'abord les pauvres eux-mêmes. Personne n'a envie d'être pauvre. Voilà, Marine Tondelier. Il y a une double humiliation quand tu es pauvre. C'est l'humiliation sociale, de ne pas avoir accès alors que tu travailles ou que tu as des difficultés à travailler, etc. Mais la pire humiliation, c'est la condescendance de classe que des petites bourges comme toi viennent appliquer sur ces gens-là. Voilà. Donc c'est pour ça que vous ne ferez jamais aucun score. On va pas le montrer, mais dans l'extrait de France Inter, à un moment, elle explique pourquoi elle a perdu les villes, soi-disant parce qu'en fait, elle aurait été trop écolo. Bah oui. Elle aurait été trop loin dans le programme.
Voilà, c'est ça. Bah oui, Marine, en fait, tu ne comprends pas que ton électorat est de droite, est macroniste. Voilà. Donc, en fait, dès que tu fais un truc de gauche, ton électorat ne te suit pas. Voilà, il va falloir soit rejoindre des gens vraiment de gauche si tu as des convictions de gauche et arrêter les verts, soit t'adapter à ton vrai électorat qui est un électorat comme toi de petits bourges charitables, voilà, chrétiens. Voilà, vous êtes la démocratie chrétienne. Moi, j'en ai ras-le-bol. C'est des gens qui prônent la décroissance, c'est des gens qui prônent la lutte contre la Ce pauvreté. truc décroissant chez eux, c'est leur score électoral. C'est ça, exactement. C'est insupportable. C'est des gens qui ont mis la main sur l'écologie et qui nous font croire que les ressources ne peuvent pas être transformées, que le monde ne peut pas être abondant, parce que justement, ils se soumettent à l'économie, l'énergie, la planification capitaliste, voilà, c'est-à-dire qu'ils sont capitalo-solutionnistes, voilà, on parle de technosolutionnistes, c'est un mot qui ne veut rien dire, on reviendra dessus, mais ce sont des gens qui sont capitalo-solutionnistes, ça veut dire qu'ils veulent des solutions en adéquation avec le mode de production du capital. Nous sommes communaux-solutionnistes, voilà, nous voulons des solutions qui sont adéquates à un autre mode de production communiste qui lui permettra l'abondance. Mais juste moi, je voudrais vous montrer quelque chose, parce que là, quand on passe de 2026 à 2022, ou là, en 2022, elle défend vraiment le blocage des prix, hein, regardez ça. Il y a des intermédiaires qui s'en mettent vraiment plein les poches. Il faut aussi un blocage des prix. Vous en avez parlé pour le carburant, mais il faut aussi bloquer les prix sur les produits de première nécessité, alimentaires en priorité. Nous ne sommes pas pour un blocage des prix. Donc c'est intéressant parce que, en fait, vous voyez ce que c'est quand on vous dit à une époque où le PCF était à 25%, en fait, ça tenait les bourgeoises comme ça, ou les bourgeois ils étaient obligés en fait de défendre des En trucs respect. parfois en respect, parfois un peu sociaux et tout. Et là c'était pareil, tu vois, quand ils sortaient des élections présidentielles et que Mélenchon pesait 22%, et ben étonnamment ils étaient un petit peu plus en respect, un petit peu plus sociaux, tu vois. Et au fur et à mesure, parce que eux ils sont dans un entre-soi médiatico-politique, ils pensent que Mélenchon est finito, ils se remettent à dire ce qu'ils pensent vraiment, c'est-à-dire que c'est des gros néolibéraux de merde et tout ça, tu vois. Et on va sortir de l'élection présidentielle avec Mélenchon, qui sera soit président, soit qui aura fait un deuxième tour. Vous verrez qu'ils seront là encore à dire bah non, mais en fait, peut-être le blocage des prix, c'est pas mal. Tu vois, enfin, ils sont obligés, en fait. Ils sont tenus en laisse par le fait que la gauche de rupture fait des gros scores. Et c'est pour ça que nous, on a un petit peu tapé sur les gens qui appelaient à voter Emmanuel Grégoire, qui faisaient baisser le score de la gauche de rupture et des choses comme ça. Parce que c'est pas juste des conseillers municipaux à Paris, en réalité. C'est aussi le fait qu'il y a un couperet qui pèse sur ces traîtres, de se dire, en fait, je n'ai plus de carrière sans la gauche de rupture, tu vois. Et c'est pas pareil si la gauche de rupture, elle fait 5% que si elle fait 25%. Vraiment, c'est pas pareil. Même si à 25%, tu gouvernes pas en réalité, tu vois. Mais à 25%, tu mets une pression de dingue à ces gens-là, tu vois. Exactement. Tu fais ce qu'elle veut pas, c'est-à-dire tu es hégémonique à gauche et tu obliges l'autre gauche de ta droite à tirer vers la gauche. C'est comme ça qu'on crée de l'hégémonie dans la société. C'est d'abord de créer de l'hégémonie dans son champ politique. Pour le Ça pouvoir d'achat. concerne tout le monde. Et moi, je ne suis pas d'accord que quelqu'un qui est très aisé, qui a une voiture dont il pourrait se passer parce qu'il a des transports en commun à disposition et qui a décidé de s'acheter un gros SUV de 3 tonnes parce qu'il a plein d'argent, je ne suis pas d'accord pour qu'on subventionne son Mais on essence. subventionne pas, Il on faut une bloque addition des revenus. On bloque le prix. Non mais tu vois, on ne subventionne pas, on bloque le prix. Effectivement, quelqu'un qui a un SUV, il paye l'essence pareil que quelqu'un qui a une petite voiture, etc. Mais c'est pareil au niveau quand il est à 1,60 ou à 1,80. Qu'est-ce qu'elle raconte là? Je veux dire, le fait qu'on le bloque à 2 euros, ça ne change rien. Donc, si elle veut faire l'essence en fonction du quotient familial ou de la carte grise, bah, bonjour l'usine à gaz, pour pas faire de mauvais jeu de mots. Mais en tout cas, c'est son problème. Mais ce qu'elle dit là, c'est hyper ridicule. Ah mais non, mais moi j'aime pas que le gars qui a un 4x4, il paye l'essence plafonnée à 2 euros, comme le gars qui a une petite 107. Mais c'est déjà le cas, Marine. Le marché est déjà comme ça. Donc Surtout qu'elle est qu'est-ce que tu pro-marché. On se souvient quand elle Non, avait mais dit voilà. à Lumi, je sais pas ce qu'on peut mettre à la place du capitalisme, des choses comme ça. Les prix sont déjà les mêmes pour les gens. Il n'y a pas un prix plus Mais bas si- pour les gens qui sont plus pauvres quand tu vas à la pompe. Hein. Exactement. Donc, mais c'est vraiment ridicule. Mais alors là, c'est pourquoi? C'est pour détourner le projet qu'elle ne comprend rien à l'économie politique et aller vers leur logique de Vert et de son électorat de responsabilité individuelle. Moi, j'ai pas acheté de SUV. Moi, j'ai pas machin. Donc, moi, tu vois, c'est vraiment, à la fin, c'est ça, c'est pour retirer des capitaux symboliques de, moi, je suis peut-être une petite bourge qui achète des jeans à 500 balles parce qu'ils sont français, mais j'ai pas de SUV, quoi. Tu vois, enfin, vraiment, c'est, à la fin, c'est de l'individualisme, de la consommation raisonnée, etc. C'est vraiment une catastrophe sur le plan écologique et économique, quoi.
Moi, elle me donne envie de polluer à chaque fois que je la vois, hein. Ah ouais, moi j'ai Euh, envie d'acheter un SUV dès qu'elle parle. Dès qu'elle parle, je suis là, je regarde, je me dis, alors c'est lequel? Un truc américain, tu vois, genre un Dodge Ram, tu vois, qui consomme 60 litres au 100, j'en sais rien, tu vois. ouais. Mais non, mais moi, le truc en plus que je vois dans son truc de dire ah oui, non, en fait, on va un peu subventionner les pauvres, mais pas les plus riches, machin, on va taxer un peu les super profits. En fait, vous avez dit un truc qui était brillant dans la capsule avec Zoé et toi sur Lumière l'après, la capsule qui s'appelle Pas du team versus Backseat, le vote RN dans Super la campagne, ou un truc capsule, comme ça, super capsule. Ça, Et les vous gens- dites un les truc gens juste- intéressant. Je fais un petit. Voilà. Les gens, les capsules du samedi, on essaie de faire des capsules un peu plus profondes. Alors peut-être ça se voit pas au Minia et au titre, mais qui sont un peu plus longues, où il y a un peu plus de data, etc. Donc n'hésitez pas à regarder ou à re-regarder et à diffuser les capsules du samedi, parce qu'elles sont un petit peu plus voilà, pointues. Et donc du coup, ouais, vous parlez en fait du fait que les gens votent RN parce que ils considèrent qu'il y a une pénurie et que cette pénurie peut être gérée par le racisme. Et donc il faut casser l'idée de la pénurie. Et en fait, quand tu es dans des logiques redistributives, tu ne casses pas l'idée de la pénurie. Tu dis, il y a une pénurie, mais du coup, on va prendre un peu aux riches, redonner un petit peu aux pauvres. Et en fait, tu valides le fait qu'il y a une pénurie et tu te dis, on va prendre un peu aux riches. Et en fait, ce qu'entendent notamment les électeurs RN, c'est, bon, il est encore en train de me dire qu'il va prendre aux riches, ce qui ne se passe jamais. Et la solution raciste reste la solution la meilleure. S'il y a une pénurie, la solution raciste paraît beaucoup plus simple. On donne pas à ceux qui n'ont pas les papiers, machin, on leur donne pas à la CMU, et on garde l'argent pour les Français, plutôt que de dire on va prendre au super profit. Surtout quand tu sais que la gauche trahit depuis 40 ans et qu'elle ne prendra jamais au super profit en réalité, tu vois. Tu sais très bien que Marine Tondelier, quand elle dit on va gérer la pénurie par la taxe des super profits, elle ne le fera pas, tu vois. Et donc ça ne marche pas. Et justement, il faut, face à cette logique de la pénurie, prôner une logique de l'abondance et donc prôner une logique des droits pour tous. C'est-à-dire que même quelqu'un qui a de l'argent, le prix de l'essence sera contrôlé, tu vois. En fait, ce qu'il faut qu'on dise aux gens, c'est nous allons créer une société abondante. Tout le monde aura le droit aux soins, tout le monde aura le droit à l'école, tout le monde aura le droit aux biens de première nécessité, des choses comme ça. Plutôt que de dire, ah bah non, mais on va redistribuer différemment, parce que tu peux redistribuer selon le mérite, tu peux distribuer selon le racisme, tu peux redistribuer comme elle en disant que tu vas taxer sur les super profits. Dans tous les cas, tu as validé le fait qu'il y avait une pénurie. Nous, on doit s'opposer frontalement à ça, dire, on va créer une société abondante, on va développer les forces productives pour créer cette société abondante, on va faire comme ci, comme ça. Alors évidemment, à la fin, ça va passer par un moyen. Et le moyen, ça va être de reprendre la propriété à certaines personnes. Mais ça, c'est un moyen. Il faut qu'on se donne un projet compréhensible où les gens se diront ah ouais, en fait il y en aura pour tout le monde, et il n'y aura pas besoin de se dire bah du coup est-ce qu'on en prend aux noirs ou est-ce qu'on en prend aux moins méritants, aux handicapés ou aux plus riches, tu vois. L'idée c'est pas d'en prendre comme ça à des gens pour redistribuer à d'autres à l'intérieur d'un espace pénurique, c'est de créer les conditions de possibilité de l'abondance et de dire que demain il y en aura pour tout le monde, et on s'en fout de savoir de demander à Marine Tondelier qui est assez pauvre pour avoir ou non un peu plus, parce qu'en fait c'est ça aussi son truc, c'est qu'à un moment donné ben elle va dire ouais mais en fait toi t'as 3 enfants, t'as le droit d'avoir ce truc moins cher ou d'avoir le bus gratuit, mais toi en fait t'as pas d'enfants donc en fait t'en as pas, même si t'es quand même un peu dans la merde, mais t'es pas assez dans la merde, t'es pas assez pauvre pour Marine Tondelier pour qu'elle vienne te gratter un peu le dos et puis te faire un bisou sur la joue, tu vois. C'est ça aussi le truc, tu vois, c'est une logique de pitié, c'est une logique encore une fois chrétienne, hein. On dit démocratie chrétienne, mais c'est vraiment ça, c'est l'aumône aux pauvres. Elle veut vouloir faire l'aumône aux pauvres. Nous, on veut qu'il n'y ait plus de pauvres, et c'est ça qui est différent. Exactement. Et c'est intéressant parce que moi je prends aussi des commentaires de gens qui disent que je ne connais pas ce que c'est l'écologie, etc. Vraiment, je m'intéresse profondément à l'écologie. J'ai longtemps cru effectivement que les ressources étaient finies comme on nous le raconte, etc. Et quand on creuse un peu profondément, il suffit de comprendre que les ressources sont finies à un certain mode de production, c'est-à-dire à un certain niveau d'organisation sociale, c'est ça qu'il faut, l'identité sujet-objet, un certain niveau d'organisation intellectuelle, à un certain niveau d'organisation économique. Aujourd'hui, quand on vous parle des ressources finies de la planète, c'est notre capacité avec le mode de production capitaliste, à les extraire et en extraire de l'énergie. Et cette capacité, elle tient à une chose, la fabrication de plus-value. Voilà, la fabrication de plus-value. Aujourd'hui, il y a tout un tas de sources inexplorées énergétiques qui ne le sont pas parce qu'elles ne sont pas rentables. Il y a tout un tas de ressources inexplorées alimentaires qui ne le sont pas parce qu'elles ne sont pas rentables, parce qu'elles ne sont pas assez concentrées, par exemple. Il y a tout un tas de solutions d'eau potable qui ne sont pas explorées parce qu'elles ne sont pas rentables. Il y en a plein. Voilà pourquoi on parle de ressources
nous, quand on dit par provocation, infinies. Elles sont finies effectivement à l'échelle de nos modes d'organisation du centre impérialiste que représente Marine Tondelier, c'est-à-dire le fait de pouvoir bien vivre en France et puis en captant des taxes sur du pétrole qu'on extrait, etc., pouvoir redistribuer aux pauvres pour pouvoir se donner bonne conscience. Ça, c'est un mode d'exploitation qu'elle veut maintenir. Il y a des modes d'organisation, de planification, de répartition du travail, de répartition totale du travail, d'aller explorer des territoires, complètement vides de connaissances, d'aller explorer des territoires vides d'extraction d'énergie. Il y en a partout. Aujourd'hui, le problème de ce qu'on appelle la finitude, c'est, et vous pouvez regarder les rapports du GIEC, les rapports Midos, vous pouvez regarder tout ça. Ce qu'on appelle la finitude aujourd'hui, c'est la finitude d'un certain type d'énergie qui était rentable et qui ne le devient plus, et donc dont on se désintéresse. Vous parlez de l'eau potable. L'eau est ce qu'il y a de presque plus abondant sur la planète. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle n'est pas potable et que, effectivement, il faut trouver des solutions pour désaliniser sans polluer les terres en les rajoutant salées. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'énergie humaine, d'efforts collectifs, d'efforts généralisés et planifiés pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent capitaliste à distribuer là-dedans. Voilà, la finitude, c'est le capitalo-solutionnisme. Alors, on va arrêter avec cette logique de techno-solutionnisme qui n'a aucun sens. La technique fait partie de l'anthropologie humaine. L'humain se distingue, et pas que l'humain d'ailleurs, plein d'animaux se distinguent justement dans leur capacité technique. Il y en a qui sont extrêmement limités, puis il y en a, les grands singes commencent à être, mais même des éléphants ont une part de technique, etc. L'humanité a une capacité technique bien plus importante que les autres. La technique est au centre de toutes les solutions humaines depuis la préhistoire. Ça n'a aucun sens de séparer l'homme et la technique. Ce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est le capitalo-solutionnisme. C'est-à-dire des gens qui veulent solutionner les problèmes qu'ils ont créés avec le mode de production capitaliste. Ça, ce ne sera pas possible. Si vous voulez faire du profit, vous ne sauverez pas la planète. Voilà ce qu'est la question. Nous voulons sauver la planète, donc il faut en finir avec le profit. Point. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand tu te places hors de cette logique pénurique, que ce soit de l'argent, des biens que les gens puissent consommer, ou de logique pénurique écologique, c'est-à-dire de dire ah bah non, mais il y aura pas assez de ressources, de je ne sais quoi, tu vois. Tu te places dans une logique écologique aussi qui est autre, c'est-à-dire non pas de se dire ah bah il y en a pas assez, faut arrêter de consommer ci, faut arrêter de consommer ça, mais de dire qu'est-ce qu'on veut créer comme environnement et comme rapport environnement-humanité. C'est ça qui compte pour nous. Qu'est-ce qu'on veut demain du climat ? Qu'est-ce qu'on veut demain de la faune, de la flore, tu vois ? Et c'est un vrai choix à avoir, qui a un choix à la fois productif, même éthique, qui a un rapport même à la culture. Tu peux avoir des sociétés et des cultures qui veulent un rapport différent à l'environnement, soit des rapports différents sans qu'il y en ait un qui soit meilleur que l'autre, tu vois. Mais ça te place pas dans le même rapport que de dire ah bah non, mais il va juste falloir arrêter de consommer ci, arrêter de consommer ça, sans essayer de fonder un projet presque biopolitique, tu vois, à la fois écologique, à la fois politique et humain, tu vois. Exactement. Et c'est vraiment un sujet profond. Mais tu vois, la logique pénurique, elle est au cœur de l'écologie. On nous a mis dans la tête la pénurie même des ressources. Voilà, il y a des ressources, oui, qui sont limitées. Mais en vrai, les vraies ressources limitées dans la planète sont des ressources quasiment inutiles. C'est celles qui servent de valeur refuge. L'or, le platine, tu vois ce que je veux dire ? Mais vraiment, les ressources nécessaires à l'humanité, les terres cultivables ou la transformation de terres non cultivables en cultivables, l'eau, etc., si elles sont bien réparties, planifiées, orientées, elles sont effectivement quasiment infinies. Moi, je veux une aide ciblée sur selon Voilà, les revenus même évidemment, si mais aussi selon le électrique, besoin. Écoutez, quelqu'un qui a un véhicule diesel parce que l'État lui a dit d'en acheter un, c'est comme ça qui s'est passé, et qui en a besoin pour aller C'était travailler. fiscalement plus Et si, intéressant. comme des tas de Français aujourd'hui, se privent de nourriture pour se payer le plein d'essence pour aller travailler, là, les gens doivent être aidés. Surtout qu'il y a de l'argent, parce que cette crise tu bloques les énergétique fait rentrer beaucoup d'argent Non, parce que bloquer les prix, ce serait. Alors regarde, elle vient dire, Ça écoute coûterait à bien, l'État. regarde. dans les caisses de l'État. Beaucoup Et puis plus Sarah- d'argent, Sarah- de recettes fiscales supplémentaires imprévues. Donc on peut les réallouer à des chèques énergie ciblés. Et parce que Des chèques énergie, c'est toujours des logiques de douille. Non, mais c'est... Elle comprend Et puis, oui, en qu'il y a plus- plus d'impôts qui rentrent parce qu'en fait, comme le prix est plus haut et que l'impôt c'est par pourcentage, bah oui, il y a plus d'impôts qui rentrent quand tu fais ton plein. Mais elle te dit, on va mettre des chèques ciblés, tu vois. Mais pourquoi est-ce qu'on bloque pas les prix pour que les gens doivent. Surtout- Tu sais, à la limite que l'État fasse plus de thunes là-dessus et les industriels moins, c'est mieux. Hein. Et surtout, c'est encore une logique de rationnement, tu vois, pénurique, où tu obliges les pauvres à consommer ce que toi tu décides. Ah, tu vas donner 1 000 €, etc. Non, il faut en finir, comme tu l'as dit, il faut aller vers de l'égalité
pur et dur. Le problème n'est pas qu'un riche paye 2 euros comme un pauvre le gasoil. Le problème, c'est que le riche gagne 25 000 euros par mois pendant que le pauvre en gagne que 1 500. C'est ça qu'il faut régler, Marine Tourdelier. Et elle règle l'inverse. Elle va valider que quelqu'un gagne 25 000 et l'autre 1 500. Et elle va dire, ah mais on va donner un chèque à machin pendant que l'autre, il payera l'essence 3 euros. Mais ça, c'est le monde pénurique, capitaliste, libéral, qui décide ce que les gens achètent, tu vois. néolibéral. C'est un peu cette logique de dire ah ouais mais en gros on n'augmente pas les salaires des gens parce que sinon ils feraient n'importe quoi avec, mais on décide d'avance que il faut pas qu'ils se payent un écran plat quand même avec ce chèque C'est énergie, tu vois, c'est un peu ça, hein. Ça mène à la logique des droitards anti-alloc, hein. Ces gens te parlent de ticket de rationnement dans les pays communistes mais ils veulent donner des chèques, hein. En fait c'est la même chose, c'est un ticket de rationnement ce qu'elles nous donnent là, hein. C'est le néolibéralisme en crise à apparence sociale. Voilà. C'est l'État qui n'est plus là pour contrôler le privé. C'est l'État du privé par le privé pour le privé. Et il est juste là pour compenser le fait que des gens ne meurent pas dans la rue parce qu'il lui reste encore assez de subsides au centre impérialiste, contrairement à la périphérie où là, des gens meurent dans la rue du libéralisme, quoi. Vraiment, c'est honteux. ça. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à rager sur l'écologie en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous financer sur notre Tipeee. On vise 15 000 euros de dons récurrents. On est bien parti. Merci à tous ceux qui ont donné. L'idée, c'est de pouvoir payer des locaux, avoir plus de camarades qui peuvent être salariés, notamment pour des tâches techniques, hein. Le salariat qu'on fait, nous, c'est pas pour... nous, on se rétribue pas. Les personnes qui font de l'idéologie, qui parlent, c'est du militantisme et tout. Et en plus, il y a une valeur aussi, même si j'aime pas ce terme, de capital social. Je veux dire, t'es mis en avant aussi. Ça peut être intéressant ou des choses comme ça. L'idée, par contre, c'est qu'il y a des tâches qui sont des tâches parfois très prenantes, qui peuvent être répétitives, où t'es un peu seul. Par exemple, du montage et tout. Alors, faire du montage de manière militante, quelques heures par semaine, ça va. Faire du montage de manière militante 35 heures semaine quand en fait toi-même t'es monteur sur ton temps de travail, ça va pas du tout, quoi. C'est un peu n'importe quoi. Et donc l'idée c'est qu'on libère de leur charge de travail des gens qui sont en général des professionnels de l'audiovisuel et qui font du montage pour je sais pas, pour Super U, pour payer les fins de mois, et que ça leur permet dans l'association du coup de monter des choses avec nous et de participer donc dans une association où ils étaient déjà militants de manière plus intensive et plus professionnelle, plus rythmée, ou des choses comme ça, quoi. On parle de montage, c'est pareil pour d'autres activités, du graphisme, ou même ça peut s'imaginer aussi pour des tâches très répétitives, organisationnelles. Bon, aujourd'hui c'est Chris qui fait la trésorerie avec son énorme cerveau. On pourrait imaginer un jour avoir un comptable, par exemple, ou quelqu'un qui fait ça, parce que c'est du travail aussi, c'est du travail de l'ombre, qui est chiant, mais qu'il faut faire. Et si on le fait pas, à la fin, Chris va avoir les menottes et va finir dans Frontières, où on dira « Chris, où est ce sandwich là, il y a 7 euros en moins, on n'a pas de ticket, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ils diront « Regardez, depuis qu'il est dans la brèche, il a pris du poids, c'est bizarre, il y a des trucs, des boulangeries, des retraits d'argent à côté d'une boulangerie tel jour. » Donc voilà. Je vais tomber. Bon. Donc n'hésitez pas à nous financer pour qu'on puisse se payer des sandwichs, c'est ça la réalité. N'hésitez pas aussi à vous abonner, et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.